Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer ce conseil municipal du 27 septembre 2021. Comme il est coutume, c'est la prime à la jeunesse. C'est donc la plus jeune du conseil municipal qui fait fonction de secrétaire et de l'appel. Lolita. Bernard Pierre-Michel. Présent. Vincent Alain. Présent. Berrier Jean-Roger. Présent. Bernard Karine. Levent Bruno. L'arrivée. Dutrieux Isabelle. Coyer Damien. Faudevin Valérie. Célidonio Onotilio. Asselin Isabelle. Manard Sylviane. Quetigny Aldo. Hénin Daniel. Renoncourt Claude. Bavkov Francine. Gondy Elisabeth. Delbov Nicole. Benguenou Amar. Bill Isabelle. Beljouri Ali. Pires Martine. Torres Isabelle. Kenouf Nathalie. Messager Patrick. De Gogh Cédric. Gandao Régis. Choquet Christine. Moradi Cyril. Walran Edith. Malo Peggy. Mayer Lolita présente. Jam Hamid. Dolik Virginie. Si. Alors nous avons quelques communications. Tout de suite vous rappeler qu'il y a donc la signature du budget supplémentaire donc sur une table qui est à côté des journalistes, le long du mur sur la gauche. Donc surtout ne pas oublier de signer les documents avant de partir. Vous avez la délibération 26. Nous avons eu un appel de l'aglo vendredi en fin de journée. Il y a une petite modification sur le montant du FEDER à charge de la ville. Donc vous avez donc une modification, donc je vous propose de prendre en compte cette nouvelle délibération qui est sur table. Ce n'est pas une grosse modification. Ensuite, en information, on peut vous donner, donc on a eu une notification dans le cadre de la dotation politique de la ville pour la nouvelle école du centre. Donc nous avons donc une subvention de 700 000 €. Et puis, puisqu'on est sur l'école du centre, nous avons donc le cabinet d'architectes qui a remporté le concours Les Murs ont des plumes avec l'architecte M. Carl Lefebvre qui est ici présent pour vous faire une présentation de ce projet d'école du centre. Donc je vous laisse faire la présentation avec les documents qui vont vous être projetés sur les différents écrans. S'il y a bien évidemment quelques questions sur ce projet, les élus qui suivent ce dossier, les techniciens et les architectes si on peut mettre la première page, vous répondre. Je vous laisse... Oui, le temps de remettre la première page peut-être. C'est un plan. Il faut remonter à droite là, voilà. Voilà, encore un petit peu, encore, voilà. Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir. Donc je vais vous présenter le projet que nous avons remporté pour l'école du centre. Donc j'ai un timing très précis, on m'a dit que voilà, j'avais 20 minutes, donc je vais essayer vraiment d'aller à l'essentiel. Ici vous avez le plan masse qui présente le projet. Donc je ne sais pas si vous reconnaissez le site, si vous le connaissez forcément. Actuellement vous avez le collège qui doit être démoli, qui se situe ici. Et nous allons construire l'école ici en L, en fait, avec une forme en L. Le projet, pour donner vraiment les points forts de ce projet, a été vraiment basé sur la sécurisation des lieux et la mise en valeur du quartier.
C'est-à-dire que ici où on peut remarquer que la principale difficulté et ce qui était vraiment un challenge pour ce projet, c'était évidemment de régler notamment la circulation qui, vous le savez, à cet endroit est assez problématique. Donc le projet présente une voirie qui permet de sécuriser l'accès à l'école avec une voirie ici qui se situe donc le long du projet. Ici vous avez la salle de sport. Donc la solution a été trouvée de présenter une voirie le long de ce projet pour pouvoir desservir avec une boucle, donc pour permettre aux parents de déposer leurs enfants dans de bonnes conditions. Et notamment, ça permet également aux bus de circuler sans entrer dans le quartier. Donc ça, c'est vraiment un des points forts du projet. À cela s'accompagne la situation du projet, donc comme je le disais en aile, qui permet en fait d'avoir vraiment le bâtiment qui est le long de la voirie, le long des deux voiries, et la cour qui va être de plein pied sur le rez-de-chaussée, qui est assez protégé à l'arrière. Donc là aussi, vous le savez, hein, les plans Vigipirate, la sécurisation des élèves est une donnée primordiale. Maintenant, on regarde beaucoup à ça, avec l'accessibilité, évidemment. Donc ce projet est évidemment entièrement accessible aux personnes PMR et à l'ensemble des élèves. Nous avons aussi proposé un projet relativement compact qui est sur 2 niveaux. Donc là, vous pouvez peut-être passer sur le prochain document, parce que là, ça reste un peu abstrait, mais c'est fait pour, hein, c'est pour garder un peu le suspense. Donc ici, on a déjà une vue un petit peu plus précise, ce qu'on appelle une vue cavalière, donc une vue de la partie haute. Donc vous voyez un peu l'implantation, donc comme je le disais, du bâtiment qui se situe sur l'angle du quartier. Donc ça permet de redéfinir vraiment l'entrée de ce site. Donc en bas, vous avez la place Constant-Moyeu avec la rue Jules Ferry qui va contourner, qui va accompagner en fait l'établissement. Donc voilà, ici on voit très bien hein, ce bouclage donc, qui permettra aux voitures de circuler et de ressortir dans cette boucle de façon relativement indépendante des flux du quartier, donc ainsi que les bus. Ici, ce sera également sécurisé. On est en train de travailler avec les services de la ville pour mettre une clôture, voir comment on va sécuriser et fermer le site et bien sécuriser l'école. Donc vous voyez, il y a vraiment une image de l'école publique avec un large parvis qui permettra aussi aux élèves de pouvoir circuler sur des larges trottoirs et donc toujours d'améliorer la sécurisation des lieux. On peut peut-être passer à la prochaine page. Voilà, ici on se rapproche. Donc c'est une vue qui est faite depuis la place Constant-Moyeu. Donc vous voyez, on a vraiment l'articulation du bâtiment avec un petit peu une tête de proue comme ça, qui permet donc de voir assez facilement, on le devine, en tout cas je l'espère, l'entrée de l'école, hein, ici, donc de façon assez évidente. Et évidemment, bon, tout ceci s'accompagne d'un travail sur l'esthétique, avec une volonté d'avoir un bâtiment relativement coloré, certaines notes de couleur. Évidemment, on est sur une école, donc bon, ce n'est pas non plus tonitruant avec des couleurs partout, mais on a vraiment des touches particulières qui, je pense, correspondent à l'image d'une école. En tout cas, c'est ce qu'on a souhaité faire. On peut
peut-être passer à la vue suivante. Donc cette vue correspond à la situation du parking et de la circulation devant l'établissement. Donc comme vous le voyez ici, une des données du site est vraiment une déclivité. Le terrain naturel descend très très fort vers la salle de sport. Donc là ici, dans cette vue-là, on a la salle de sport dans le dos. Hein. Donc au premier plan, vous avez en fait dans ce volume, on va le voir après, la partie locotechnique avec la salle de restauration et plus devant l'établissement scolaire à proprement parler. Puisque donc, cet établissement va comporter 18 salles de classe, un restaurant scolaire et une petite salle polyvalente. Donc on a vraiment 3 zones bien déterminées dans le projet. On le verra après avec les plans plus rapidement. La salle de restaurant donc, va être accessible indépendamment de l'école. C'est une possibilité, ça sera accessible soit de l'intérieur, soit indépendamment. Donc ça va être accessible depuis ici. Donc la salle comporte 104 places. Pour la salle de restaurant, on peut avoir aussi plusieurs services évidemment pour le midi. Et puis on a également un accès indépendant également à côté de la porte d'entrée de l'école pour la petite salle polyvalente qui va se situer ici. Donc elle aussi pourra être utilisable même en dehors des horaires de l'école. Donc on a vraiment un projet qui a mutualisé les besoins. Ça, c'était vraiment une donnée importante du programme sur lequel voilà, le programme insistait, avec d'autres points évidemment, mais le programme était vraiment très, très détaillé. Ça a permis vraiment de poser les choses de façon très intégrative tout de suite, et donc on est arrivé à quelque chose de très constitué et de très particulier, très précis, hein, même si actuellement, évidemment, on continue à travailler avec tous les services de la ville. Là, on est vraiment dans les détails, hein, le local poubelle, l'abri vélo, voilà, on est à ce niveau-là. Mais bon, ça se met très très bien, tout ça. On peut peut-être passer à la vue suivante. Donc de l'autre côté cours de récréation. Donc là, vous voyez que ce que l'on peut dire vraiment l'essentiel, c'est que la cour donc, est vraiment protégée, on le sent sur cette vue, par le bâtiment. Et bon, une des particularités, c'est que donc, on a souhaité proposer aux élèves d'avoir des préaux qui en fait se situent vraiment sous le premier étage. Donc on a, plutôt que d'avoir des préaux qui sont parfois difficiles à intégrer, ici donc les élèves peuvent être abrités avec une allée ici, avec une galerie qui est assez large, là-bas également. Donc on a différentes zones où ils peuvent s'abriter. Donc ça c'est vraiment un élément essentiel qui forme le projet. Puisqu'en fait, là sur la gauche, vous avez aussi la salle de restaurant où on voit la partie vitrée au rez-de-chaussée qui est accessible également depuis la cour. Je reviendrai après sur... Alors, quand même, je vais parler un petit peu des préaux. Ce qui est très important, c'est qu'on a à peu près 3 zones. On a 3 entrées principales. Donc là, vous voyez, depuis la cour, on a une entrée qui est un peu plus à gauche, qui permet d'avoir accès à peu près 4 à 6 salles. Une entrée centrale qui permet là également d'avoir accès à peu près à 6 salles, et puis à droite également. Donc on a vraiment un flux d'élèves qui est décomposé et qui permet de gérer vraiment correctement les croisements. C'est très important dans une école qui comporte quand même, qui va comporter à peu près 370 élèves. Donc il faut pouvoir gérer les flux sans que vous savez qu'il y ait de bagarre, qu'il y ait trop de conflits. Et voilà, il faut pouvoir tenir compte de tout ça.
Peut-être on peut passer par l'autre vue, la vue suivante, le plan, les deux plans. Donc à droite vous avez le plan de l'étage, à gauche le plan du rez-de-chaussée. Vous voyez le terrain de jeu, donc de la salle de la cour de récréation avec les petits potagers en haut. On va avoir aussi du compost sur le projet. Vous avez en couleur, en fait, c'est assez simple, tout ce qui est en vert sont les salles de classe, donc vous en avez beaucoup à l'étage. L'entrée est à peu près centrale, est à peu près ici. Donc ensuite, à partir de là, se répartissent, ici vous avez la petite salle polyvalente, en haut, en violet, la salle de restaurant, et puis donc les salles de classe au rez-de-chaussée, comme je vous le disais, accessibles depuis cette zone. Donc ça, c'est vraiment une zone particulière. Et puis, on retrouve en fait ce compartimentage en fait sur le premier étage. Bon, voilà, je pense pour l'aspect principal. Pardon. Ce qu'on peut dire quand même d'un point de vue énergétique notamment, donc on est dans le cadre d'une réglementation thermique 2012, donc, qui est conforme en tout point, hein, évidemment. On a quand même actuellement, on étudie une chaufferie à pellet, donc on va installer, là on est parti pour chauffer l'ensemble de l'établissement avec une chaufferie à pellet, et on est en train de regarder pour pouvoir l'étendre même à la salle de sport. Donc ça c'est quelque chose là qui est en train de se définir. On a également à peu près 300 mètres carrés de panneaux photovoltaïques qui vont se situer au-dessus de la salle de restaurant avec toute la partie technique, donc en violet et en rouge là-bas en haut. Voilà pour les aspects environnementaux, enfin, dans les grandes lignes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, bien sûr. Je vous laisse le temps aussi de comprendre. Il y a également, effectivement, nous avons conservé le projet à garder la possibilité d'une extension ici. Donc le bâtiment a été prévu, ça c'était une demande de la maîtrise d'ouvrage, en prévision éventuellement de 4 classes futures. Donc on a la possibilité de construire 4 classes ici, 2 au rez-de-chaussée, 2 à l'étage qui vont se superposer, et vous voyez avec l'escalier qui a été mis à l'extrémité et qui permettra d'intégrer au bâtiment ces 4 classes au besoin. Donc ça a été anticipé par la maîtrise d'ouvrage, ces aspects-là. Bon voilà, je pense qu'il y a encore une autre vue, peut-être la dernière, peut-être pour terminer, qui vous donne voilà, une vision de l'intérieur du hall d'entrée, donc assez chaleureux. On a souhaité un lieu évidemment assez vitré, en évitant les surchauffes, hein, je vous rassure. Ici on est vraiment orienté côté cour, donc on est protégé notamment par ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, les préaux qui sont ici, vous voyez, hein, donc qui permettent aux élèves d'être protégés. Et on trouve la même chose, on le voit un peu moins bien, mais on trouve la même chose à droite, ici, hein, derrière le bloc en bois. Tout de suite à droite, on aperçoit ici l'accès à la salle polyvalente, qui est également accessible depuis l'extérieur. Oui, également, effectivement, hein, pour précision, donc le stationnement de la rue Jules Ferry va être revu, donc pour intégrer un maximum de stationnement. Ça c'est une demande très importante. Depuis le concours d'ailleurs, on a gagné pas mal de place sur la voirie que je vous ai décrite tout à l'heure. On est actuellement à 59 places de parking, donc on essaie on va dire, d'en mettre maximum pour que ce soit facile évidemment d'accès, et puis également donc, pour faciliter le stationnement de la rue Jules Ferry.
effectivement, on a également l'accès, effectivement le projet, donc ce projet-là permettait de relier donc le trottoir, l'entrée de l'établissement directement à la salle de sport. Donc on a vraiment un accès piéton qui va se faire, qui est en liaison directe avec à la fois les salles de classe, la salle de restauration et puis la petite salle polyvalente. Voilà, je pense que, je ne sais pas si j'oublie. Voilà, ici effectivement, voilà, pour vous préciser, vous voyez, vous avez l'accès, donc vous avez le trottoir en fait qui longe le bâtiment avec donc l'entrée de l'école, l'entrée de la salle polyvalente qui est en dessous ici, l'accès à la salle de restaurant, et si on continue, bon ça descend un peu, et on continue vers la salle de sport ici, où vous avez donc le trottoir d'accès directement à la salle de sport. Donc en fait, sur ce trottoir, vous voyez qui est sécurisé, on a une liaison directe entre les différents pôles qui sont utilisés par les élèves. Et également qui seront utilisés par les instituteurs, les professeurs, qui pourront se garer sur le parking de la salle de sport, hein, qui pourront de ce fait avoir vraiment un accès direct à l'école et libérer les places de stationnement, je pense, pour les parents qui viendront déposer les enfants. Merci. Je pense que c'était clair. Je ne sais pas si vous avez des questions, parce que les points importants ont été rappelés. Ce bureau d'études a vraiment fait la différence sur comment il traitait justement l'accès, prendre en compte comment on pouvait arriver à générer le moins de conflits possible pour venir chercher les enfants, parce qu'on s'y trouve que c'est toujours un point de blocage, quelles que soient les écoles et quelle que soit la ville. Donc là, c'est vrai que 59 places, c'est déjà quand même pas mal. Comme il y a un accès direct, comme l'a rappelé l'architecte, on pourra donc accéder, les enfants pourront aller à la salle Jules Ferry directement sans devoir retransiter par la voirie vers Jules Ferry. Donc au niveau sécuritaire, c'est vraiment beaucoup mieux. Et les enseignants auront un parking qui sera sécurisé là-bas. Et donc on incitera les enseignants à se garer sur ce parking de la salle Jules Ferry pour pouvoir libérer les parkings qui se trouveront là avec des déposes minutes bien évidemment et possibilité de dépose du car. Sur la rue Jules Ferry, comme on va remodifier un petit peu aussi les trottoirs sans probablement bouger la voirie, mais ça on est en train de voir un petit peu, on pourra créer quelques places complémentaires puisqu'on peut se garer que sur la partie droite de la rue Jules Ferry, donc sur la partie plus en haut de la rue Jules Ferry, pour ceux qui connaissent bien le secteur, on pourra refaire donc, des places de stationnement à ce niveau-là, donc on est en train de calculer, de voir si on peut gagner entre 5 à 10 places. Donc le côté environnemental a bien été pris en compte, puisqu'il y a une chaufferie bois, qui est envisagée sur ce site et a été rappelé les 300 mètres carrés de photovoltaïque, donc différents éléments importants. Il y a également de prévu au sein de cette école un endroit pour faire une zone jardin potager, donc qui pourra être activité poursuivie par rapport à ce qui est mis en place sur les différents établissements. Et puis surtout une cantine sur place où on pourra faire 2 services sans problème et accueillir 150 enfants à peu près. On a fait le point. Vous aviez des questions peut-être? Bien évidemment, ce projet est actuellement en cours de finition et il y a un travail qui est fait bien évidemment avec la directrice, donc Madame Van Boslar, sur la fonctionnalité du bâtiment. C'est pour ça que par exemple la zone dépose vélo, on va dire l'abri vélo, sera modifiée par rapport au plan initial parce qu'elle a fait une remarque qui était assez pertinente. Donc on va réintégrer l'abri vélo plutôt dans la cour alors que c'était prévu de faire un espace couvert spécifique qui ne semble pas utile et puis moyennement sécurisé. Donc le travail dans la dentelle est en train de se faire avec donc, la directrice de l'école pour essayer d'avoir une fonctionnalité maximale. Donc je rappelle, à l'investissement, on est à 5,5 millions d'euros à peu près. Il n'y a pas de questions? Bon, peut-être une petite précision sur la partie du rez-de-chaussée. Les salles sont divisibles en petites salles de classe également. Donc là aussi, en prévision, pour la flexibilité de
que peut demander l'académie également. Donc on a la possibilité de faire des petites salles de classe et des plus grandes. Donc ça a été prévu, de pouvoir moduler le cloisonnement en fonction peut-être des années et en fonction des besoins. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui a été anticipé aussi. Bon, merci. S'il n'y a pas de questions, merci pour cette présentation claire. En communication, on l'avait promis au dernier conseil municipal, qu'il y a un petit point sur à quoi sert le service emploi de la ville. C'était une des questions évoquées par M. Djamjam. Donc c'est M. Célidonio, l'adjoint politique de la ville et à l'emploi, qui va vous faire cette présentation qui a été préparée, bien évidemment, par la responsable du pôle et du service emploi, Mme Cerdan. Monsieur Célidonio, je vous laisse la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, je vais vous rappeler ce qu'est le service emploi. Donc, la vocation du service emploi, c'est de faciliter le retour à l'emploi des Ancinois privés de travail. Donc, en travaillant aux côtés de Pôle emploi, par exemple, de la mission locale, Cap emploi ou des agences intérim. Donc, le Pôle emploi se veut aussi un interlocuteur de proximité. Donc, il va faciliter la mise en relation des demandeurs d'emploi avec les différents acteurs, tout en ne se substituant pas à eux. Alors, pour rappel aussi, le service emploi a été créé en 2008. Donc, le service emploi, c'est un adjoint dédié, donc moi-même, M. Célidonio, une responsable, Mme Déborah Cerdan, une assistante administrative, Mme Christelle Rosalac, et 2 référents insertion pour les 16-25 ans, qui ont pour mission d'accompagner socio-professionnellement du public jeune au sein des quartiers. Donc il s'agit de M. Majid Enassiri et M. Abdelatif Gourba. Alors il y a 3 axes. Donc le service emploi s'articule autour de 3 axes. Le premier, c'est un accueil personnalisé des demandeurs d'emploi ancinois. Donc il faut savoir qu'au premier semestre 2021, on a eu 110 personnes qui ont été reçues lors de permanence, qui se déroulent le mercredi matin à raison de 4 personnes par permanence. Il y a eu également 49 jeunes qui ont été accompagnés par les 2 référents au sein des quartiers. Le deuxième axe, c'est le positionnement sur des offres d'emploi ou des actions de formation. Alors, toujours au premier semestre 2021, on a eu 13 contrats de travail temporaires avec des agences d'intérim, par exemple du Valenciennois. On a 15 contrats PEC, donc c'est les parcours emploi compétences. Donc c'est des contrats en espace vert, en voirie au sein de la collectivité. On a également 10 contrats à durée déterminée d'insertion, donc des CDDI au sein de chantiers d'insertion. 3 CDD de moins de 6 mois, 2 CDD de plus de 6 mois, 3 entrées en formation et un contrat à durée indéterminée, ce qui porte le chiffre à 40 au total. Donc le troisième axe, c'est des actions avec les partenaires de l'emploi. Donc on a par exemple les job dating. Donc les job dating sont organisés, on organise des entretiens avec les différents acteurs dans l'emploi. Donc on a eu notamment un job dating avec Adéco, qui s'est déroulé à l'espace Claudie de Noyette. On a ensuite également l'action T4 pour l'emploi, donc ce sont des chantiers éducatifs. Donc là, c'est un chantier éducatif, par exemple, qui s'est déroulé à l'épicerie solidaire. Donc ça permet de remettre un peu les jeunes sur la voie de l'emploi, les jeunes qui pourraient être éloignés de la scolarité ou autre. Donc ça permet également de participer à la vie de la collectivité, donc rénovation de mobilier urbain ou autre. L'action est rémunérée à hauteur de 30 € par jour. Elle se déroule sur 10 journées maximum. Elle permet de financer le permis, l'achat d'un vélo par exemple, de passer le BAFA également, de financer le BAFA. Une autre action qui s'appelle du stade vers l'emploi, qui est mise en place avec la FFA, avec le club d'Anzin et la ville. Donc ça permet une approche différente de la mise en relation
des jeunes avec les recruteurs, les différents acteurs de l'emploi. Donc ça se déroule de la façon suivante. Donc le matin, c'est une épreuve sportive et l'après-midi, les jeunes rencontrent les employeurs, les recruteurs pour un job dating. Alors pour information, la prochaine action aura lieu le 21 octobre et une brève sera publiée sur Internet. Bon, au niveau des actions, c'est aussi l'action Imaginio. Donc c'est une action qui a pour visée donc la confiance en soi et l'image de soi. Donc c'est par exemple savoir se maquiller, savoir s'habiller, savoir se présenter à un employeur. Donc sans pour autant dépenser trop d'argent. Voilà, c'est vraiment le travail sur l'image de soi. Ensuite, on a par exemple aussi dévoiler vos talents. Donc c'est la réalisation d'un CV vidéo. C'est des vidéos qu'on va retrouver sur Internet avec la possibilité de visualiser le CV complet du candidat grâce à un QR code qu'on pourra flasher, donc qui vous amènera sur un site. Donc là, on travaille également sur la confiance en soi. Donc ça permet voilà, de se préparer à un entretien ou autre, puisqu'on sait que prendre la parole en public est assez compliqué. Donc voilà, là on met les jeunes face à la caméra, donc ça permet de leur faire prendre confiance. On a également la semaine de l'industrie. Donc la semaine de l'industrie, ça vise à permettre aux femmes d'accéder au métier de l'industrie. Voilà, les femmes n'ont pas forcément vocation à être caissières ou infirmières ou autres. Donc là, on leur propose de voir ce qu'est le monde de l'industrie, pourquoi pas devenir ingénieur, travailler à la SNCF, à Alstom ou autre. Donc là, la semaine se déroulera du 22 au 26 novembre. Un petit chiffre pour savoir connaître l'importance de cette semaine, il y a 29% seulement des femmes qui travaillent dans l'industrie. Et ensuite, on a également un jeune, une solution. Donc là, c'est l'accompagnement de jeunes, donc pour leur permettre d'accéder, par exemple, à un job étudiant, un stage, une alternance ou une mission de service public. Donc c'est mis en place en collaboration avec la mission locale et le Pôle emploi. Voilà. Merci Monsieur Célidonio. Est-ce que vous aviez des questions complémentaires? Profitez que la responsable du service est là. Monsieur Jamjam. Donc là, vous m'entendez, c'est bon? Donc là, effectivement, là, je vois au niveau des CDI. Donc en fait, je vois pas du tout. Il y a eu un accompagnement, je le vois, il y a un réel accompagnement là-dessus, mais je vois, il y a juste 3 CDD de plus de 3 mois, de plus de 6 mois, c'est ça? D'après ce que j'ai dit. Et ceux qui sont en formation, est-ce que vous avez des nouvelles? Madame Cerdan, il faudrait peut-être parler plus proche du micro. C'est vrai que nous, on a vraiment du mal à vous comprendre. On entend, mais on ne comprend pas bien. Voilà, c'est bon? C'est mieux. Donc, je disais, en fait, il y a eu 3 CDD depuis 6 mois. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'ils sont encore en poste? Et voir aussi ceux qui sont en formation, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont toujours en formation ou ils ont fini la formation? Alors, c'est 3 CDD de moins de 6 mois et 2 de plus de 6 mois. C'est ça. Madame Cerdan, est-ce que vous pouvez donner des informations complémentaires? Et puis moi, je rajouterai également qu'on est en train de travailler, donc il y a une réunion prévue prochainement avec le Pôle emploi pour mettre en place 6 mois une solution, qui est aussi une possibilité d'accompagner nos jeunes notamment pour les remettre sur le marché du travail. Là, cet élément qui a été évoqué, mais c'est en complément de ce qu'on vient de vous donner. Madame Cerdan. Alors pour les CDD de moins de 6 mois, je n'ai pas encore assez de recul dans la mesure où le suivi se fait généralement à 1 ou 2 mois après. Ensuite, pour les 3, j'ai pas entendu en fait la question. Donc les 3 personnes en formation, c'est ça? Alors les 3 personnes en formation, effectivement, elles sont entrées en formation. Donc on a des formations plus ou moins longues. C'est selon le projet professionnel que la personne a travaillé. On peut avoir des formations de 6 à 8 semaines sur des formations d'agents de sécurité ou des formations plus ou moins longues de 10 à 12 mois sur des formations d'auxiliaires de vie sociale, par exemple.
Après, je suis là aussi pour dire qu'il y a le travail du service emploi qui est complémentaire, mais qui ne fait pas concurrence à ce qui est mis en place par le Pôle emploi également. Donc il y a un travail partenarial qui est fait donc avec eux, avec l'école de la deuxième chance également, puisqu'il y a des jeunes, pas que dans un bien évidemment, mais qui sont aussi pris en charge dans l'école de la deuxième chance, et puis aussi l'action qui est menée avec les différentes, enfin la mission locale sur notre ville. Mais je parlais des missions locales globalement hein, sur le territoire, où chacun trouve sa place pour essayer qu'on mène un petit peu chacun sa pierre à l'édifice pour essayer de limiter le taux de chômage, qui est plutôt en baisse progressive depuis quelques mois sur la ville. Et actuellement, on est sur des taux comme on y avait il y a à peu près 5-6 ans. Donc il y a une baisse progressive qui est en train de s'opérer et que j'espère va continuer, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de possibilités d'embauche dans des milieux spécifiques, mais où il y a des formations qui sont même mises en place par certaines grosses entreprises. Donc on est plutôt actuellement sur des visions plutôt, on va dire, optimistes, et puis aussi des secteurs d'emploi où on sait qu'ils mangent de personnel, hein. Je pense notamment en restauration ou en logistique par exemple. Il n'y a pas d'autres questions. Sur les décisions administratives qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal du 28 juin, y a-t-il des questions sur les décisions administratives? Il n'y a rien de spécial. Elles sont validées. Nous attaquons les délibérations. La première délibération, c'est le rapport de présentation de ce qu'on appelle la CLECT pour l'exercice 2020, demande d'approbation. Donc la CLECT s'est réunie, donc la commission locale d'évaluation des transferts de charges, le 28 juin 2021, donc à l'AGLO, a rendu ses conclusions concernant l'évaluation des transferts de charges pour l'année 2020. Les travaux ont porté sur les transferts de charges liés à la gestion de la déchetterie de Beuvrages, qui est reprise en gestion directe par l'agglomération au 1er janvier 2020. Et il n'y aura aucune minoration d'attribution de compensation de la commune sur ce transfert de charges. Et le deuxième sujet, c'était le transfert de la compétence obligatoire eau et assainissement, qui a déjà été débattu au conseil municipal à plusieurs reprises. Et cette fois-ci, donc, il y aura donc une réduction de l'attribution de compensation à hauteur de 40% de la charge réelle. Vous avez donc la somme que l'on touchait auparavant l'année précédente. On passe donc de 1 804 201 à 1 434 074 pour 2020 et 2021 également, s'il n'y a pas de modification d'ici la fin de l'année. Je rappelle également que pour l'eau et l'assainissement, la ville participait directement au niveau du CIAR à hauteur d'à peu près 550 000 € et que chaque habitant participait également, puisqu'il y avait un taux qui était fixé par le syndicat, et que ce taux permet d'avoir diminué la charge fiscale sur l'habitant, puisque nous n'avons pas augmenté nos taux d'imposition, contrairement à d'autres communes qui ont profité de cette disparition de cette taxe pour augmenter les taux d'imposition des communes. Nous, on a laissé donc la totalité de ce qui était prélevé sur nos habitants en bénéfice sur pour leur redonner du pouvoir d'achat. Donc je voulais surtout repréciser ces éléments-là. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le rapport de la CLECT concernant l'évaluation des transferts de charges pour l'exercice 2020, jointe à la présente délibération. Y a-t-il des questions? Pas de questions. C'est donc approuvé à l'unanimité, je pense. On attaque les ressources humaines. 19 délibérations, une très grande partie, ce sont des délibérations d'ordre purement administratif qui ont été demandées par le trésorier principal de la trésorerie d'Anzin. Délibérations qui ont été demandées à la totalité des communes dont dépend les communes qui dépendent de la trésorerie d'Anzin, pour permettre le paiement d'un certain nombre de nos collaborateurs, car la délibération cadre ne correspondait pas donc à ce que désirait le trésorier principal. Il y a donc beaucoup de délibérations qui concernent ce sujet. Il y aura donc des délibérations groupées, pour peut-être pas faire chaque délibération une par une. Madame Bernard.
Oui, donc la délibération numéro 2 concerne la modification de la grille des effectifs. Donc pour ce conseil, nous avons deux agents qui ont été nommés au titre de la promotion interne. Il s'agit d'un agent en restauration municipale et d'un autre au conservatoire. Ensuite, nous avons la revalorisation hebdomadaire du forfait, puisque des missions supplémentaires ont été confiées à plusieurs de nos agents. Donc nous avons convenu d'augmenter leur forfait hebdomadaire. Donc ça concerne un agent à la crèche et 2 agents dans l'entretien des bâtiments communaux. Concernant l'entretien des bâtiments pour le patrimoine bâti, nous avons décidé de lancer le recrutement d'un ouvrier polyvalent du bâtiment qui aura pour mission d'exécuter des travaux d'entretien et de maintenance courant pour renforcer les équipes dans nos bâtiments. Ensuite, pour le conservatoire, nous devons remplacer le professeur de saxophone qui est muté. Et ensuite, dans les services des modes de garde, toujours suite à une mobilité d'une auxiliaire de puériculture, son remplacement s'avère nécessaire. Donc sur ces bases, bien sûr, nous proposons au conseil municipal de procéder à la création et à la suppression des postes nécessaires. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Pas de questions, on passe au vote. Qui vote contre? Abstention, voté à l'unanimité. La 3e délibération concerne l'apprentissage. Nous vous proposons de recruter 2 apprentis, donc un pour le service de la cité éducative, donc avec un diplôme requis de Master 2 en gestion des territoires et développement local, tiers-lieu et dynamique territoriale pour une durée de 1 an, et un apprenti pour le service entretien des bâtiments, option électricité, avec un niveau de diplôme d'un BTS électrotechnique pour une durée de 2 ans. Même chose, y a-t-il des questions de délibération 1 classique? C'est vrai qu'on essaie quand même de prendre sa part sur les contrats d'apprentissage. Qui vote contre? Abstention, voté à l'unanimité. La 4e délibération, c'est une délibération relative à la prestation chômage du centre de gestion du Nord. Alors là, c'est aussi une délibération qui ne change rien au niveau politique, juste le fait que cette prestation devient payante alors qu'avant elle était gratuite, puisqu'il y a de plus en plus de demandes. Donc les calculs ont été fournis par Pôle emploi, sont des calculs savants. Et en fait, donc nous avons un référent au niveau du service des ressources humaines qui étudie les agents, les fonctionnaires qui sont privés involontairement de leur emploi. Donc vous avez la grille financière. Donc là, actuellement, c'est à peu près 20 € mensuels pour un agent concerné actuellement. Pour la convention et tous les éléments complémentaires, y a-t-il des questions? Non plus. Qui vote contre? Abstention, voté à l'unanimité. La 5e, c'est une délibération relative aux modalités de réalisation des heures supplémentaires et complémentaires. Donc là, de la même façon, c'est une délibération de principe également. C'est une mise à niveau. Donc avant, c'était en référence à la délibération de 2002 sur le régime indemnitaire. Et donc comme le nouveau régime indemnitaire a été mis en place en 2017, il convient de faire une mise à niveau. Donc jusqu'en juin dernier, comme vous avez pu le constater, on passait encore une délibération sur le RIFSEP. On a donc attendu au moins cette date pour effectuer la dernière mise à jour. Le contenu reste inchangé par rapport à avant, aucune incidence. Y a-t-il des questions? Monsieur Jamjam? Pour les heures supplémentaires, complémentaires, est-ce que vous avez une estimation par rapport à les dernières, par rapport à il y a 2 ans? Oui, bien sûr. Suffira, on peut vous les communiquer ou lors de la prochaine commission. Bien évidemment, il y a une analyse qui est faite tous les ans et même avant, puisque chaque mois, on sait combien d'heures supplémentaires ou complémentaires ont été réalisées. Il y a eu beaucoup d'heures complémentaires en juin
et juillet, juin notamment, parce qu'il y a eu les élections départementales et régionales. Donc même si une partie est prise en charge, il y a eu beaucoup d'heures supplémentaires ou complémentaires, plus les différentes manifestations qui ont été mises en place en juin et en juillet. Donc on a ces éléments-là. Bon, là tout de suite, on ne peut peut-être pas vous les donner précisément, mais nous avons les éléments et c'est analysé à la loupe, si je puis dire, et d'année en année pour voir un petit peu comment est l'évolution. Après, c'est sûr que si on compare à l'année d'avant avec la crise sanitaire, il ne s'est pas passé grand-chose, donc il n'y a pas eu beaucoup de manifestations réalisées. Donc je pense que si on veut vraiment comparer, il faut repartir plutôt sur 2019, puisque là c'était une année pleine. On vous donnera les éléments à la prochaine commission. Il n'y a pas d'autres questions? On passe au vote. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. La 6e, mise en place du don de jours de repos à un autre agent de la collectivité, création du fonds de solidarité dédié. Là, c'est une nouvelle délibération. Alors oui, en effet, c'est une thématique qui avait été abordée lors de la refonte du temps de travail. Donc ainsi, un agent public peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à toute partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre agent public. Donc ces jours peuvent être soumis aux dons, sont uniquement les jours de congé annuel, les jours d'ARTT et du compte épargne-temps. Donc l'agent qui est donateur aura donc la possibilité de faire soit un don directement à un autre agent de la collectivité, c'est-à-dire nominativement, ou alors de faire un don versé directement dans ce qu'on va créer, donc le fonds de solidarité. Donc l'agent bénéficiaire qui souhaite un don de jours de repos pourra formuler sa demande par écrit, accompagné d'un certificat médical détaillé, mais bien sûr le secret professionnel et médical sera tout à fait respecté et seul un agent certifié, enfin assermenté, pourra examiner la demande. Donc ces demandes, c'est surtout pour les accompagnements des personnes qui ont besoin d'accompagner de la famille, des membres de leur famille qui sont dans une situation soit de maladie ou de fin de vie. Donc c'est très, très spécifique. Donc c'est une grande avancée quand même, et je pense que c'est un plus. Vraiment très intéressant pour nos agents. Y a-t-il des questions? Non. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 7e délibération, c'est le recrutement de contrats PEC Parcours Emploi Compétences. Donc là, encore une fois, c'est pour nous mettre en conformité par rapport à la demande du trésorier. Donc là, en fait, il nous demande juste de déterminer le nombre maximum de contrats PEC que l'on sera à même de recruter. Donc actuellement, nous en avons 14 et nous avons décidé de pouvoir en recruter jusqu'à 20 si le besoin était nécessaire. Merci. Précision donc essentiellement dans les espaces publics. On avait posé la question en réunion des présidents. À peu près 12, une douzaine. Restauration 1 et en tant qu'ASVP 1, donc on a les 14. Y a-t-il des questions sur les PEC? Monsieur Jamjam. En fait, ça va concerner un peu l'ensemble des délibérations. Comprenons qu'il y a des secteurs dans lesquels il est difficile de pérenniser des emplois. C'est le cas des postes au niveau périscolaire qui vont en venir par la suite, par exemple cantine, garderie, ainsi de suite, pour lesquels il s'agit souvent de temps partiel et généralement occupés par des étudiants. Toutefois, l'opposition trouve que la municipalité ne va pas assez loin, car nous l'avons constaté durant notre enquête auprès des animateurs, certains animateurs souhaitent faire plus d'heures. Donc même si nous votons dans les délibérations à venir, nous souhaitons souligner que par la création des PEC, entre autres, la municipalité organise une fois de plus l'emploi précaire, de 8h, 9h, par 20h, alors que même les agents en place pratiquent souvent des heures supplémentaires ou complémentaires. Nous constatons aussi que ces fameux contrats PEC seraient réservés aux quartiers prioritaires. Il faut savoir que pour nous, l'ensemble de la ville est prioritaire. Ces contrats PEC ont été créés pour lutter contre le basculement de la pauvreté. On rappelle aussi que la ville d'Anzin fait partie du palmarès, malheureusement, des villes les plus pauvres de France. Donc malheureusement, on a déjà basculé.
la question est simple, hein, vu un peu, malgré les chiffres que vous avez avancés précédemment, au début du conseil municipal, donc nous on n'avait pas la connaissance au niveau de l'emploi, à quand une vraie politique de l'emploi? Monsieur Jamjam, vous osez évoquer qu'on favorise la précarité de l'emploi sur la ville d'Anzin. On va vous ressortir, on fera les chiffres de 2008. À l'époque, pour les personnes porteurs de handicap, vous étiez à moins de 3%. Aujourd'hui, on est à 8-9%. Parce qu'il faut parler de la totalité. Sur les emplois précaires, on a supprimé au moins la moitié des emplois précaires. Vous évoquez les PEC qui devaient être en QPV, c'est les textes de loi qui sont comme ça. Je pense honnêtement, et c'est un conseil d'amis, il faut absolument que vous bénéficiez des séances de formation pour les élus. C'est vraiment un conseil. Vous avez le droit à la formation, il faut en profiter. Vous avez des gros manquements, et je pense que ça vous sera bénéfique pour faire des interventions dignes d'une opposition constructive. Les PEC, effectivement, c'est de la QPV, mais les textes de loi qui les mettent, je ne suis pas encore ou député ou sénateur, et donc nous appliquons les textes de loi qui sont mis en place. Pour les contrats que vous évoquez, 13 heures notamment, effectivement, c'est pour les accueils de la pause méridienne et en périscolaire, qui sont donc tributaires du nombre d'enfants qui fréquentent les structures. On sait tous que le nombre d'enfants, progressivement, la natalité ayant un petit peu baissé depuis quelques années, il y a une diminution progressive du nombre d'enfants qui arrivent dès la maternelle. Il est donc difficile aussi de se projeter sur le nombre d'enfants précis qui sera présent. Et aujourd'hui, on ne peut pas titulariser la totalité des personnes qui sont en activité périscolaire. Une fois qu'ils sont titulaires, vous allez les titulariser de toute façon sur 13 heures, et ils auront toujours donc 13 heures dans les emplois précaires persisteront sur ce point-là. Je ne peux pas, malheureusement, vous y arrivez peut-être, diviser une personne en deux pour en mettre une à l'école Gallieni et une autre à l'école Jaurès. Je ne sais pas comment vous faites. Donc il me semble que vos remarques sont un peu déplacées, mais on vous fera un point sur les emplois précaires qui existaient quand nous sommes arrivés et ce que vous appelez aujourd'hui emploi précaire. On a, depuis de nombreuses années, monté en puissance les personnes qui avaient, notamment pour les dames d'entretien, qui n'avaient pas suffisamment d'heures. Dès qu'on a pu leur remonter les heures, on les a passées sur des heures complémentaires pour pouvoir avoir effectivement un salaire digne de ce qu'ils avaient auparavant. Et puis je vous rappelle également que nous avons une masse budgétaire frais de personnel qui est à 56%. Et si j'augmente les frais de personnel, vous serez le premier à venir hurler lors de la présentation du budget que les frais de personnel sont trop élevés. Donc effectivement, il faut arriver à un moment donné à trouver le bon équilibre entre ce qui est mis en place. On a très peu de délocalisation ou en tout cas d'externalisation de ce qui est mis en place sur la ville d'Anzin. On peut faire le choix, comme d'autres communes. Ils externalisent la cantine, ils externalisent les entretiens des bâtiments, ils externalisent les espaces verts. Ça peut être une solution. Mais ce n'est pas la nôtre, ce sera peut-être la vôtre, mais en tout cas, ce n'est pas la nôtre. Donc effectivement, je suis un peu surpris de vos remarques et je pense que vous avez un manque d'analyse sur les années précédentes. Ce serait peut-être bien d'aller faire un tour sur ce qui se passait auparavant. Oui, alors, excusez-moi, mais en 2008, je ne connaissais pas du tout la majorité. On vous entend pas, honnêtement. Alors, je disais, en 2008, je ne connaissais pas du tout la majorité qui était en place, quoi que ce soit. Moi, je constate par rapport à ce que mon vécu qui est là sur Anzin, les gens, que j'interroge les personnes, et ainsi de suite. Donc, il n'y a nullement quoi que ce soit avec l'ancienne majorité. Moi, je constate, c'est vraiment ce qui se passe depuis 2008. Et je ne dis pas ce qui se passe depuis 2008, simplement depuis les dernières années. Moi, je compare par rapport à ce que j'ai à comparer par rapport à quand je suis arrivé. Quand je suis arrivé, je veux vous dire que le nombre d'emplois précaires, il était très important, et je vous en ai touché un mot tout à l'heure, pour les personnes porteurs de handicap, je ne vous raconte pas, on payait même des amendes entre guillemets, parce qu'on n'avait pas le taux requis pour avoir le nombre de personnes porteurs de handicap. On a fait un énorme travail là-dessus. On a même été félicité par les services de l'État et par les services qui s'occupent du handicap, puisqu'on est passé à... On est entre 8 et 10% actuellement. Donc les leçons de morale sur ce genre de choses, c'est vrai que je pense que vous êtes peut-être mal placé pour en parler, même si vous dites que vous n'étiez pas là auparavant, peut-être, mais vous êtes quand même une émanescence de ce qui existait avant 2008,
puisque vous aviez dans votre liste beaucoup de gens qui étaient déjà à l'UDSA ou soutien de l'UDSA. Je suis désolé de vous le rappeler, mais c'est la vérité des choses, vous ne pouvez pas dire le contraire. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 8e délibération. Délibération de principe autorisant recrutement d'agents contractuels de remplacement. Oui, donc comme l'intitulé l'indique, c'est une délibération de principe pour nous autoriser à remplacer un fonctionnaire ou un agent qui serait indisponible pour une période. Ça concerne les fonctionnaires et les contractuels. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 9e délibération annuelle autorisant recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité. Oui, donc encore une fois, là c'est une obligation de remise à niveau des délibérations. Donc nouveau trésorier, nouvelles exigences. Donc ce sont des opérations qui sont budgétairement neutres, puisque il n'y aura aucune incidence. Donc pour la délibération numéro 9, elle concerne principalement les ALSH, avec un effectif déterminé selon nos capacités maximales d'accueil des enfants. Et l'effectif est ajusté, bien sûr, selon le nombre des enfants qui sont inscrits. Donc ces contrats concernent des heures de travail sur 6 mois maximum sur une période de 12 mois. Et ces contrats-là sont renouvelables. On fait délibération par délibération ou en groupe? Parce qu'après, c'est à peu près la même chose sur des services différents, en fait. Voilà. Donc, sur la délibération numéro 10 à la numéro 16, donc pareil, c'est une obligation de remise à niveau. Donc là, elles correspondent principalement à des besoins évolutifs qui sont parfois soumis aux effectifs inscrits aux prestations proposées par la collectivité. Donc ça concerne les agents des périscolaires, de la restauration, d'entretien, espaces verts, crèches, accueil, éducation et médiathèque. Et ça concerne une activité de 12 mois maximum sur une période de 18 mois. Par contre, ces contrats-là ne sont pas renouvelables. Donc pareil, il n'y a aucune incidence pour la commune. Et enfin, donc, les délibérations de 17 à 20. Donc là, elles concernent principalement les besoins permanents dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à un mi-temps. Donc ça concerne les pauses méridiennes, la crèche, la médiathèque et le conservatoire. Et ces CDD sont renouvelables pour 6 ans maximum, et auquel cas, au bout des 6 ans, si on doit renouveler, ça débouche sur une CDIsation. Donc c'est bien les temps non complets, moins de 17h30 hebdomadaire. Y a-t-il des questions sur ces différentes délibérations? Si vous êtes d'accord, on fera un vote groupé. Si ça vous pose problème, sinon on fera délibération par délibération. Monsieur Jamjam. Alors, désolé de mon amateurisme, mais en fait, là, moi j'ai un problème avec les délibérations 11, 13, 14, 15, 17, 18, où là on nous demande de valider... Attendez, donc dans ce cas-là, on va voter 9 et 10. Ce sera plus simple. Alors, 9 et 10, qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La délibération 11, ça concerne l'accroissement temporaire d'activité sur cantine, garderie, accueil de loisirs. C'est bien ça? En fait, ce qui pose problème, c'est la date... Portail famille. Portail famille. Voilà, ce qui pose problème, c'est la date. La personne, elle termine en 3 jours. Ah, vous revenez sur la question... C'est la 11. C'est la 11. Comment? La délibération 11. Oui. Ah, c'est parce que la durée allant du 6 au 30 septembre. C'est ça, oui. Alors en fait... Non, en fait, c'est un agent qui était sur un contrat de remplacement qui s'arrêtait au 5 septembre. Cet agent, donc on lui a refait un contrat de 3 semaines pour un surcroît d'activité qui était toujours d'actualité. Mais à partir du 1er octobre, il revient sur un contrat de remplacement
pour un autre agent qui est absent. Donc en fait, on avait un delta de 3 semaines, c'est pour ça qu'on lui a fait ce contrat-là. Et ensuite, ce même agent sera à partir du 1er décembre au service achat public, puisqu'il a été recruté pour un poste dans le service achat public, et ça fera l'objet d'une prochaine délibération. Il est classique, hein, M. Jamjam. Sur toutes les collectivités dont dépend la trésorerie dans toutes les communes vont passer le même type de délibération avec effectivement des contrats qui sont éventuellement en cours. Vous n'avez pas évoqué peut-être après sur les CLSH, il y a des contrats qui passent où on a dû faire une procédure spécifique en sollicitant le sous-préfet de mettre en demeure le trésorier principal de payer les salaires de ce personnel. Comme ça décharge le trésorier principal et c'est la ville qui prend la responsabilité s'il y avait une contestation X, Y, Z. Donc, comme on l'a déjà rappelé, je l'ai dit plusieurs fois lors de la réunion des présidents de groupe, ce sont des délibérations administratives pour régulariser une délibération cadre qui, à l'instant T, ne convient pas par rapport aux différents recours qui ont eu lieu depuis peu sur l'Hexagone, avec donc un trésorier principal qui nous demande d'être plus précis pour chaque contrat spécifique. C'est pour ça que vous avez ce nombre de délibérations qui concernent donc porte-à-famille, CLSH, etc., médiathèque. Donc pour la délibération 11, est-ce qu'on passe au vote? Qui est contre? Abstention? 4 abstentions. Vous parlez d'éviter la précarité, donc il faut laisser ce jeune sans travail pendant 3 semaines, puisque son contrat était terminé, qui aille pointer donc à Pôle emploi pour qu'on le reprenne après. J'ai du mal à suivre votre pertinence, mais bon, chacun a sa façon de penser. Ce qui nous gêne, c'est les dates en fait. Ce qui nous gêne, c'est les dates. Est-ce qu'on est hors la loi ou on n'est pas la loi? C'est ça. C'est juste, c'est parce que c'est une délibération de régulation en fait. C'est une régularisation. Non mais si c'est hors la loi, vous inquiétez pas, il y a le contrôle de l'égalité qui est là. C'est justement pour être en conformité avec la loi que ces dates sont comme ça. C'est le trésorier principal qui nous... Et juste pour information, M. Jamjam, le trésorier principal, a félicité les services, que je tiens à féliciter également, du travail effectué sur ce peu de temps, parce que tout ça nous est arrivé au retour de vacances, et plein de communes nous ont téléphoné suite à l'avis du trésorier principal pour leur donner la façon qu'il fallait faire et leur donner le type de délibération à passer. Nous avons des services qui sont très très compétents et vous inquiétez pas, la délibération n'est pas illégale. Et si elle l'était, le contrôle de légalité nous le ferait savoir et on repasserait devant vous lors du prochain conseil. Mais la délibération est tout à fait légale. La délibération 12, est-ce qu'il y avait des questions? Pas de questions? Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. La 13, il y avait des questions, je pense. Non? C'était toujours dans le même... qui nous gênait, c'est les dates aussi. Les dates avant le conseil, en fait. Oui, en fait, c'est juste... c'est juste les dates qui nous gênent, en fait. Oui, mais c'est comme ça. Enfin, je veux dire, nous, c'est pas nous qui avons décidé des dates, c'est des dates qui sont logiques. Je l'ai dit 5 fois à votre collègue, c'est pour permettre aux agents qui ont commencé à travailler et qui normalement auparavant ça passait sur les délibérations de cadre, de pouvoir leur permettre d'être payés. Vous me prévalez de précarité tout à l'heure, ça veut donc dire que si on ne les passe pas, ils ont travaillé, le trésorier dira moi je ne les paye pas si la délibération ne passe pas. Et vous abstenez à voter les délibérations. J'ai du mal à comprendre votre positionnement. Surtout que là, ça va du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Bon. Encore une Madame Bernard. Oui, simplement que ce genre de questions aurait pu être abordé lors de la commission à laquelle vous n'avez pas participé. On s'excuse de travailler, c'est pas évident. On a qu'ils arrivent. Vous n'étiez pas excusé non plus. Hein. Oui, le minimum, c'est au moins d'excuser les services pour savoir, même s'il y a un impondérable de dernière minute, ou envoyer un mail qu'on soit quand même au courant, quand vous êtes là ou quand vous n'êtes pas là. Et vous avez aussi une suppléante. Donc la 13e délibération, qui vote contre? Abstention. Vous faites quoi? Donc une abstention, une abstention. 14e délibération, c'est toujours le problème de date du 1er septembre.
Bon, je ne vais pas révoquer ce que je viens de raconter. Qui vote contre? Abstention. Une abstention. 15e délibération. Y a-t-il des questions sur la 15e? Non. La 16e non plus. 17e non plus. 18e. 19e. 20e. On passe toutes ces délibérations en même temps si vous êtes d'accord. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. On change de rapporteur, on passe à la délibération 21. Prévention spécialisée, participation de la ville pour 2021. Monsieur Célidonio. Merci, monsieur le maire. Donc, prévention spécialisée CAPEP. Donc, je rappelle qu'il y a une convention qui a été signée en 2008 entre la ville, le département du Nord et le comité d'action pour l'éducation permanente. En 2021, donc, il y a une nouvelle convention mise à jour qui est reprise en annexe, qui sera signée afin de redéfinir les compétences et les objectifs de chaque partenaire et leur rôle. Cette prévention, donc, elle a été mise en place pour proposer à des jeunes en difficulté un accompagnement individuel et ou en groupe, donc ceci afin de lutter contre le décrochage scolaire, l'absentéisme, mais également pour prévenir la délinquance et les phénomènes de radicalisation, et aussi pour les aider à s'insérer socialement et professionnellement, donc par l'intermédiaire d'éducateurs spécialisés qui vont à la rencontre de ces jeunes lors de temps de permanence qui peuvent se dérouler dans la rue ou sur les structures de proximité. Et donc par cette convention, la ville va s'engage à participer à l'ensemble des réunions de travail, à apporter une aide technique et financière et à être force de proposition. Donc sur ces bases, il vous est demandé d'autoriser monsieur le maire à verser la participation financière de la ville dans le cadre de la convention d'objectifs concertés pour un montant de 6 000 €. Merci. Madame Delbob ne participe pas au vote. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Une convention tripartite avec le département également, en complément. Qui vote contre? Abstention. Donc voté à l'unanimité des votants. La 22e délibération, c'est le contrat local d'accompagnement à la scolarité, plus communément appelé le CLAS, 2021-2022, demande de subvention. Donc c'est une action qui est reconduite, une action qui est financée conjointement avec la CAF et l'État. Donc le contrat local d'accompagnement scolaire, c'est une action qui s'adresse à des enfants de l'élémentaire au collège, donc qui vise à aider ces enfants à s'épanouir scolairement et culturellement et à apporter un soutien aux parents dans le suivi scolaire de leurs enfants. Il contribue à la prévention de l'échec scolaire dans le cadre de l'accompagnement scolaire et à l'égalité des chances. Ce ne sont pas des actions de soutien scolaire, elles ne mobilisent pas le contenu et les activités de l'école. Le goût de la culture, l'envie d'apprendre, le plaisir de découvrir vont être encouragés. L'estime de soi est valorisée par un travail auprès des jeunes et des enfants. Donc il y a un accompagnement également aux familles qui est proposé, ainsi que des conseils dans le cadre du suivi de la scolarité de leurs enfants. Des espaces de dialogue, de soutien et de médiation sont mis en place pour les impliquer davantage. Donc là, depuis 2015, on a eu entre 70 et 90 enfants d'élémentaire et de collège qui ont bénéficié de l'aide à la scolarité sur le territoire de la ville. On peut noter aussi qu'en 2017, l'action de notre médiatrice scolaire, Madame Muñoz, a été soulignée et félicitée par le préfet du Nord, donc au cours d'une cérémonie des prodiges de la République. Cette année, l'action porte sur la gestion des émotions. Et donc ce projet classe est, comme je le disais, financé par la CAF et l'État, donc contrat de ville 2022 comme suit. Donc la ville à hauteur de 15 074 €, la CAF à hauteur de 10 252 €, l'État à hauteur de 12 674 €, le budget global est de 38 000 €. Donc il vous est demandé d'autoriser monsieur le maire à solliciter les subventions auprès de l'État pour 12 674 € et de la CAF pour 10 252 €. Merci. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Pas de questions. Qui vote contre? Abstention.
Voté à l'unanimité. La 23e, Ma famille et les écrans, demande de subvention. Alors, Ma famille et les écrans, donc c'est une nouvelle action. Donc, pour laquelle la ville a répondu donc, à un appel initiative parentalité 2021 lancé par le département du Nord avec le projet donc, Ma famille et les écrans. Pour rappel, les villes d'Anzin et de Valenciennes ont été labellisées cités éducatives en 2019. Elles ont souhaité faire de la parentalité et de la participation des familles une priorité par les actions qui visent à l'épanouissement et au beau développement des enfants. En partant du constat que des familles vivaient dans des conditions précaires et d'isolement. Donc elles se trouvent dans des situations d'exclusion sociale, parce que monoparentales, isolées ou familles nombreuses. Donc c'est ce qui impacte la scolarité des enfants. On s'aperçoit aujourd'hui que les enfants accèdent de plus en plus tôt aux outils numériques et que ces mêmes outils occupent une place importante dans les foyers. Les risques liés sont par exemple l'apparition de troubles du comportement chez les enfants, l'isolement, des problèmes de sociabilisation, d'addiction, de la violence. Et on s'aperçoit aussi que les écrans peuvent se substituer au rôle des parents, donc parfois, pas vulgairement, mais parfois ils peuvent servir de nounou. Le confinement donc, a accru le phénomène. Donc, sur une étude, la moitié des élèves de CP-CM2 ont un accès sans filtre aux terminaux mobiles à des contenus non adaptés à leur âge. Il y a donc urgence à aider ces familles pour renouer les liens parents-enfants. Alors l'action se déroule donc le mercredi, donc c'est en dehors des périodes scolaires, donc c'est un mercredi matin par mois. Donc il y a une sensibilisation écran avec une intervenante. Donc c'est des groupes de 3-4 enfants, donc à chaque fois il y a les parents également. Donc voilà, donc l'action se déroulera comme suit. Donc il y a 3 phases. La première s'intitule Les écrans et nous. Donc là, il s'agit de sensibiliser au risque de surconsommation du numérique et s'interroger sur ses pratiques. Le deuxième axe, donc, c'est sans nos écrans. Donc c'est favoriser la rencontre des parents et des enfants. Et ensuite, le dernier axe, c'est et après, comment ça se passe à la maison. Donc en fait, après la sensibilisation et la découverte de nouvelles façons de s'occuper, de s'amuser, donc là, il va s'agir de reprendre les mêmes groupes avec l'intervention du professionnel et de la parentalité et des écrans pour 4 séances par groupe. Ce projet est financé par le département comme suit. Donc la ville participe à hauteur de 1 256 €, le département 4 800 €. Le budget global est de 6 056 €. Et donc sur ces bases, il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à solliciter la subvention auprès du département pour 4 800 €. Merci, monsieur Céline. Y a-t-il des questions? Non. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. On change de rapporteur puisqu'on passe à de l'urbanisme. Convention de mise à disposition du logiciel Oxalis et de son module guichet numérique des autorisations d'urbanisme entre la CAVM et la commune d'Anzin. Monsieur Berrier. Merci, monsieur le maire. Donc, dans le cadre de cette délibération, on vous rappelle en préambule que nos concitoyens pouvaient contacter les administrations par voie électronique, sauf toutefois pour les autorisations d'urbanisme, où la loi Elan avait repoussé à 2022 la date de la mise à disposition des moyens électroniques pour ces droits du sol. Donc, à partir de cette date, on a l'obligation de recevoir tous les éléments concernant les demandes d'urbanisme. On parle de certificat d'urbanisme, de déclaration d'intention d'aliéner et aussi de permis de construire, permis d'aménager, etc. Bon, la dépose papier restera toujours possible, bien entendu, et je vous rappelle que nous, à Anzin, nous recevions déjà sur nos ordinateurs les demandes électroniques. Donc dans ce cadre-là, Valenciennes Métropole nous propose de mettre à disposition un logiciel qui s'appelle Oxalis, avec une plateforme qui est un guichet numérique des autorisations d'urbanisme, ou GNAU, donc encore un mot à retenir, ceci pour répondre à l'échéance de 2022.
Donc pour ce faire, il faut bien entendu signer une convention avec Valenciennes Métropole pour utiliser ce logiciel. Ce logiciel va nous être mis à disposition pour une période de 6 ans, de 2020 à 2026. Donc il demande au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer cette convention de guichet numérique des autorisations d'urbanisme. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. On passe sur l'habitat, délibération classique sur la ville d'Anzin, poursuite de la procédure d'état d'abandon manifeste, immeuble 6 à Anzin, 310 rue Jean Jaurès. Merci, Monsieur le maire. Donc, je vous rappelle la délibération que nous avions prise en son temps pour constater un état d'abandon manifeste provisoire relatif à cet édifice, au 310 rue Jean Jaurès. Un procès verbal avait été établi le 25 février 2020. On vous rappelle les différents travaux qui devaient être réalisés par le propriétaire. Le propriétaire ne s'est pas manifesté et n'a pas exécuté ces travaux. Donc en conséquence, comme le permet la procédure, nous allons vous demander ce soir d'autoriser Monsieur le maire à engager la procédure définitive d'abandon manifeste de cet immeuble 310 rue Jean Jaurès. Et comme pour les autres immeubles que nous avons pris en compte, il sera procédé en son temps à la vente de l'immeuble au meilleur prix pour la ville. Donc vous avez une liste d'autorisations à faire, Monsieur le maire, avec différents thèmes, notamment le principal qui est la déclaration d'abandon manifeste. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 26e délibération, donc c'est celle, vous en avez une sur table, avec la petite modification au niveau de la somme. C'est la somme au niveau... la dernière phrase de la première page, la participation de la ville pour les dépenses éligibles au FEDER, et c'est là qu'il y a le petit modif, 71 568,24, correspondant à 63% des dépenses éligibles. Je laisse M. Berrier faire une présentation de cette délibération. Aménagement des espaces publics de la cité minière du Mont-de-la-Veine, avenant la convention financière entre la ville et Valenciennes Métropole. Merci, Monsieur le maire. Donc, je vous rappelle les restructurations du cité de la Mont-de-la-Veine. On a recodifié aussi bien les espaces publics, les placettes, on a revu tout l'éclairage, on a fait des améliorations de performance électrique dans les logements, énergétiques, pardon, dans les logements, et on a revalorisé l'ensemble du patrimoine. Donc, une convention financière avait été établie avec Valenciennes Métropole. On vous rappelle les dates des différentes réunions, donc surtout celle du 28 septembre 2018, où la convention prévoyait un montant de fonds de concours de la ville d'Anzin de 739 195 €, pour un coût d'opération de 4 451 993 €. Donc bien entendu, la phase opérationnelle a eu lieu entre cette date-là et aujourd'hui, et le coût de l'opération s'établit à 4 14 639,07 €. Donc la participation de la ville est à ce jour estimée à 513 304,46 €, répartie en 383 304,46 € pour un fonds de concours et 130 000 de la part du CILEGA pour les enfouissements de réseau. Donc c'est là où il y a les modifications de chiffres. Le FEDER participait à hauteur de 1 113 489 € pour une assiette subventionnable de 2 719 143,76 €. La participation de la ville sur ces dépenses éligibles au FEDER est de 71 568,24 €, soit 2,63% des dépenses éligibles. Donc ce plan de financement optimisé permet d'obtenir un maximum de subventions sur les FEDER, et la part à charge de la ville est fixée au maximum à 30% pour l'agglomération, et ici, en l'occurrence, on est à 35% dans le cas présent. Donc ce qui nous oblige à ajuster ces montants. Ainsi, par souci d'équité, puisque Valenciennes Métropole propose toujours la même répartition financière pour l'ensemble des communes, il est proposé de revoir à la hausse la participation de la ville sur une autre opération. Donc sur la délibération qui suivra, on en parlera, pour un montant, donc c'est en renouvellement urbain sur la cour d'Aubresse-d'Abancourt, pour un montant de 233 453 €. Donc si je
Donc on vous demande sur cette délibération d'autoriser Monsieur le maire à faire cet avenant avec Valenciennes Métropole ainsi qu'à prolonger le délai d'1 an pour cette opération, d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant et ainsi que tout acte pouvant intervenir sur cette opération. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. Pour information, la Cité du Mont-de-la-Veine est en vidéosurveillance puisqu'on a 15 caméras positionnées et qui fonctionnent en lien direct avec le CSU depuis quelques semaines. La 27e délibération, c'est l'aménagement des espaces publics de l'île d'Aubrez à Bancourt-Ford, avenant la convention de versement de fonds de concours, qui fait suite à la 26, c'est la suite logique. Je pense que présentation qui va être rapide et puis qui mènera, je pense, pas de discussion si on a prévu sur la 26. Monsieur Bernier. Merci Monsieur le maire. Donc simplement vous rappeler qu'on a 2 hectares aménagés, qu'il y a plusieurs opérations qui vont avoir lieu en même temps, qu'on est parti sur 96 logements, dont 69 en accession. On va réaménager les espaces publics, les rues, la création de voies douces et des aménagements paysagers. Donc ça se fera en 4 phases. La première est enclenchée, on en a eu l'occasion d'en parler. Bon, à ce stade d'avancement de la définition du projet, on a estimé à 1 884 217 € les acquisitions foncières, les opérations signées avec l'EPF, les études, les travaux d'aménagement. La recette foncière estimée est aujourd'hui de 470 000 €, avec une grosse incertitude sur les dépollutions. On n'a pas encore trop d'éléments là-dessus, ce n'est pas encore intégré dans la balance complète de ce dossier. Donc, exceptionnellement et par dérogation, on vous demande ce soir de supporter un coût de 233 453 € qui relèverait de la ville d'Anzin pour pouvoir répondre à la délibération précédente, celle de la Cité du Mont-de-la-Veine. Donc, pour conserver l'équilibre financier, la ville d'Anzin participation initiale était de 707 109 €, qui est revu à 940 562 € et la participation de Valenciennes Métropole, bien entendu, se trouve diminuée, puisque c'était la même montant qu'elle devait mettre, elle se trouvera à 473 656 €. Donc à cet égard, je vous demande d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant à cette convention, ainsi que tous les documents qui s'y rapportent. Merci, c'est le principe des votes communicants. Il n'y a pas de question non plus, je pense. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 28e concerne une convention avec le CIDEGAV dans le cadre des travaux d'effacement du réseau d'électricité rue derrière les haies. Merci Monsieur le maire. Bon, comme on avait eu l'occasion de le dire en commission, devant l'école Tavernier, on va profiter des travaux d'aménagement pour enfouir les réseaux. On prendra le candélabre qui se trouve le plus en aval et on ira vers celui qui se trouve le plus en amont pour enfouir au moins devant l'école, et on poursuivra les travaux lors d'une réflexion à venir pour la rue derrière les haies. Donc le montant de cette opération s'élève à 39 943,68 €. Le financement du CIDEGAV est à 40%. Le montant hors taxe donc sur ce montant hors taxe de prestations, soit 15 997,47 €. Donc la participation de la ville d'Anzin s'élève à 23 966,21 €. Donc je vous demande d'autoriser, Monsieur le maire, à signer la demande de subvention au niveau du CIDEGAV, et on profite de cette délibération pour ajuster l'indice TP12 qui fait partie de l'avenant du contrat à mettre en place avec le CIDEGAV. Merci Monsieur Verrier. Je ne participerai pas au vote, et c'est Monsieur Verrier qui procédera au vote, étant donc président du CIDEGAV, pour éviter tout conflit d'intérêts. Donc je m'extirpe de la zone de vote. Y aurait-il quelqu'un qui voterait contre cette délibération? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. La 29e délibération concerne les travaux de désamiantage et de déconstruction de la friche du collège Jules Ferry, demande de subvention auprès du conseil régional. Monsieur Coyer. Merci Monsieur le maire. Donc avant de voir s'ériger la nouvelle école du centre, dont le projet vous a été présenté en préambule de ce conseil municipal, il convient d'abord donc de procéder à des travaux de désamiantage et de déconstruction de la friche du collège Jules Ferry. Et en préambule donc une demande de subvention auprès du conseil régional. Donc ce conseil régional
des Hauts-de-France a adopté en juin 2020 un plan de relance qui a donc un virage pour la production durable. Ce fonds spécial est doté de 10 millions d'euros. Le conseil municipal du 28 juin 2021 avait autorisé M. le maire donc, à solliciter ce plan de relance. Lors de l'instruction du dossier, donc, les services du conseil régional avaient sollicité les services de la mairie pour présenter certains documents que nous ne pouvions pas, puisque l'opération citée le 27 août n'était pas encore disponible. Donc, ne pouvant répondre aux attentes du conseil régional, il nous a été proposé de solliciter dans un premier temps le plan de relance uniquement sur la phase opérationnelle pour 2021. Dans ce cadre, la ville d'Anzin souhaite proposer les dossiers de travaux de désamontage et de déconstruction de la friche du collège Jules Ferry, qui constitue, comme vous le savez, un préalable à la construction de la nouvelle école du centre. Donc le projet total de désamontage, de démolition et de nivellement s'élève à un montant total de 500 000 euros. Et donc nous sollicitons le maximum possible dans ce cas-là au niveau de cette subvention, soit 150 000 euros. Sur ces bases, ils nous ont demandé d'autoriser M. le maire à signer toute demande relative à cette demande de subvention auprès du conseil régional. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. Moi j'ai une petite intervention parce qu'on parle du collège Jules Ferry. Donc le collège est bien sûr sous la dépendance du département, comme tout le monde le sait. Et étant le directeur de publication du magazine municipal, du bulletin municipal, j'ai eu en avant-première la tribune politique. Donc pour une fois, c'est moi qui vais vous poser une question, monsieur Jamjam. Sur la petite phrase, rappelons également que depuis le 27 juin dernier, votre édile est élu au départemental et cumule donc ce mandat avec les autres déjà en place. Est-ce bien raisonnable? Vous aviez appelé à voter Mme Duhamel et M. Benyaya. Je ne me trompe pas. Oui? Oui. Ni l'un ni l'autre sont maires? Si. Oh non, oui. Ni l'un ni l'autre ont des délégations à la communauté d'agglo de Valenciennes Métropole? Si. Donc pour eux c'était raisonnable, vous appelez à voter pour eux, mais pour moi c'est pas raisonnable. Il n'y a pas d'égalité de traitement, c'est simplement parce que nos valeurs ne sont pas les mêmes et donc c'est juste une question de jugement de valeur qui vous a fait évoquer ce sujet? Non, pas du tout là-dessus. Si je vous réponds clairement, c'est que eux, la plupart, M. Benyaya était enseignant, donc il était enseignant. Pardon? Il a 20 ans, M. Benyaya au niveau maire, donc il n'est plus au niveau des enseignants, il est libéré sur certaines heures. Non, mais je voulais vous poser des questions, parce que je me dis, j'ai dû louper quelque chose. Soit il y a un mandat qu'ils ont perdu, mais au niveau des mandats, je ne vois pas beaucoup de différence entre eux et moi. Donc c'était simplement pour savoir si c'était juste cette question-là. Selon qu'on se trouve plus d'un côté ou de l'autre, on considérait que c'est pas raisonnable. Notre politique, en fait, dans notre programme, c'était un maire à plein temps. Voilà, c'est maire à plein temps. Un maire à plein temps, oui. Se consacrer à la donc le maire, donc je vais prendre plein d'exemples. Le maire de Saint-Sauveur, vous ne trouvez pas que c'est pas bien ce qu'il fait parce qu'il retravaille. Le maire de Condé, c'est pas bien parce qu'il retravaille. Monsieur Riquet, qui était un excellent maire de Valenciennes, c'est pas bien parce qu'il travaillait, qui était chirurgien. Et surtout, on ne peut pas être médecin et chirurgien et être élu. Donc vos jugements de valeur sont vraiment différents selon le positionnement qu'on se trouve. C'est pas un jugement de valeur ou quoi que ce soit, c'est simplement l'avis, ce que nous on pense, que moi je pense personnellement là-dessus. Après, maintenant, si vous voyez autrement, on a dit, on peut avoir des différences de pensée, on peut avoir des différences c'est possible. Et j'ai l'impression que... Donc, c'était simplement pour dire que j'avais l'impression qu'il y avait deux poids, deux mesures. Donc voilà, c'est tout. Pour une fois, je pouvais vous poser quelques questions. Nous, c'est par rapport à nos convictions. Nos convictions, c'est... Donc, monsieur Jamjam, je vous rappelle que le règlement fait que je vous donne la parole quand vous me le demandez. D'accord? L'intervention n'est pas à votre liberté. Vous posez des donc, questions. Et puis, un autre point, c'est important, c'est parce que là, les gens ont déjà du mal à comprendre ce que fait la commune et ce que fait le département. Quand vous appelez les associations anzinoises à solliciter les services municipaux pour constituer un dossier de subvention au département, quand je dis que vous avez des gros problèmes de compétences, les subventions départementales ne doivent pas être sollicitées aux services municipaux. Donc si vous le voulez, j'ai une petite carte du conseiller départemental, je vous la donnerai tout à l'heure, vous aurez mon adresse mail et vous donnerez aux associations, mais je vous le ferai aussi, l'adresse mail en tant que conseiller départemental. Mais vous ne pouvez pas mettre dans votre tribune politique une ineptie pareille. Vous appelez les gens pour des subventions départementales de solliciter les services municipaux. Mais
pense qu'il y a un souci. Jam. Alors, je me souviens en premier conseil, je vous avais posé une question en disant est-ce que je peux prendre la parole sur un sujet qui n'est pas d'ordre du conseil municipal. Vous lui dites. C'est d'ordre du conseil, puisqu'on parle du collège. Le collège Jules Ferry appartenait au conseil départemental, c'est donc bien le département. Donc c'est bien un lien avec le département, puisqu'on évoque le collège. Non, donc, pour une fois que je peux vous poser quelques questions sur un sujet d'actualité que vous avez évoqué récemment, on peut se faire un petit plaisir de temps en temps quand même. Je vous en prie. Merci. Alors, on passe au vote. Qui vote contre sur la demande de subvention auprès du conseil régional? Abstention. Voté à l'unanimité. La 30e délibération, c'est le FSIC, Fonds de soutien aux investissements communaux 2021-2026 auprès de l'Aglo pour l'isolation de l'hôtel de ville. Monsieur Coyer. Merci, monsieur le maire. Donc, ce fonds a été instauré en avril 2011. C'est un dispositif qui permet notamment d'aider financièrement à la concrétisation de projets de construction et de rénovation d'équipements publics respectant les normes d'accessibilité, de performance énergétique, ainsi que les projets d'aménagement urbain et du cadre de vie. Ce fonds de concours est égal à 50% du reste à charge communale calculé sur la base du montant global TTC, duquel on déduit le FCTVA perçu par la commune et des éventuelles subventions attribuées au préalable. Le montant global mobilisable pour les exercices 2021-2026 est de 1 185 096 € pour la commune d'Anzin. La ville a déjà sollicité l'enveloppe pour son projet d'aménagement du parking du groupe scolaire Jean Jaurès. Et donc ici, la ville souhaite mobiliser encore ce fonds pour son projet d'isolation du bâtiment de l'hôtel de ville. Il s'agit en l'occurrence du deuxième bâtiment qui a été construit dans les années 50 et qui regroupe les services au public de la ville et du centre communal d'action sociale. Je rappelle néanmoins que pour mémoire, ces deux parties, donc le bâtiment historique et le bâtiment donc, des années 50, ont fait l'objet de différents travaux de mise en conformité réalisés avec le concours de l'État ces dernières années, notamment les menuiseries en 2017, dans le cadre de l'appel à projet de territoire et énergie positive pour la croissance verte, la rente d'accès aux services pour le public et au CCAS, pour les personnes à mobilité réduite, en 2020. Cette réalisation a permis de mettre la mairie aux normes d'accessibilité, conformément à l'agenda d'accessibilité. Ce projet a été soutenu par la DETR en 2019. Donc ici, il vous est proposé de procéder à l'isolation du bâtiment se trouve derrière de l'hôtel de ville. Ça comprend donc le remplacement de l'ensemble des menuiseries, l'isolation des murs par l'extérieur, la mise en place de protection solaire au-dessus des dômes pour les employés municipaux qui, des fois, l'été souffrent de la chaleur et du soleil, et également le remplacement du complexe d'étanchéité en toiture. Le montant total des dépenses s'élève à 584 976 € TTC, et donc en recette, nous avons donc le FCTVA pour 95 959 €, la DSL 2021 qui nous a déjà été notifiée pour 229 116 €, et donc l'assiette FSIC, donc 259 900, mobilisable en 2021-2026, donc ici 129 950. Et donc l'autofinancement ville, 129 000 également 950. Sur ces bases, donc il est demandé au Conseil d'autoriser monsieur le maire à bénéficier de cette demande de subvention auprès du PSIC. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 31e, c'est le rapport d'activité 2020 du délégataire de la gestion de la fourrière municipale. Monsieur Collier. Oui, donc conformément au Code général des collectivités territoriales, le rapport d'activité 2020 se doit donc d'être présenté au conseil municipal de ce soir pour voir que la gestion est assurée par la SRL Dremont depuis le 2020, je crois, 1er janvier 2020. Pour mémoire, donc, une convention provisoire avait été contractualisée avec la SRL du 1er janvier au 30 juin 2020 jusqu'à l'entrée en vigueur du contrat de concession de services publics applicable, lui, à compter du 1er juillet 2020 pour une période de 4 années. Donc vous avez le rapport. La crise sanitaire n'a pas eu d'impact sur l'activité fourrière. Il ressort notamment du rapport transmis par la SRL Dremont les éléments suivants. Donc un nombre de véhicules mis en fourrière sur l'année 2020 de 98. Il faut savoir que donc, la police municipale, quant à elle, donc 82 véhicules, elle est verbalisée pour mise en fourrière sur 98, 16 au niveau de la police nationale. 45 ont été restitués à leurs propriétaires, 50 ont été détruits suite à un arrêté de destruction, 3 ont fait l'objet d'une opération préalable et aucun rendu par les services des domaines. Un nombre d'expertises a été réalisé en nombre de 37.
On a un nombre de jours moyen donc, de gardiennage de 3 jours. Le chiffre d'affaires s'élève au niveau de la SRL Dromont pour l'ensemble de son activité fourrière à 1 230 108 €. Ça représente pour la ville d'Anzin 0,46% de ce chiffre d'affaires. En 2019, il était de 0,43. Le compte de résultat fait apparaître donc un résultat net positif au titre de la fourrière pour la ville d'Anzin de 4 334 €. Pour mémoire, c'était 4 172,05 € en 2019, dont 2052 pour la période du 1er janvier au 30 juin. Et 2282 pour la période à partir de laquelle donc, la convention a été validée du 1er juillet au 30 décembre 2020. Vous avez le rapport qui est annexé. On peut voir aussi donc le délai d'intervention conventionné, donc c'était 3 jours. L'intervention de la SRL Dromont, quand elle est sollicitée par les services donc de la police, c'est en moyenne 20 minutes. Aucune plainte significative d'usager n'a été constatée sur la manière de servir et de parquer les véhicules. Il faut savoir aussi que la société donc, fait le maximum pour permettre aux gens de récupérer leur véhicule, puisqu'elle offre aussi sur rendez-vous de pouvoir aller chercher le véhicule le samedi, dimanche et jour férié entre 17h et 18h. Voilà, donc sur le bilan, vous l'avez. Il est donc demandé au Conseil de bien vouloir valider ce rapport de la SRL Dromont concernant la ville d'Anzin. Il n'y a pas de vote, hein, c'est juste de prendre acte de ce rapport de délégation de service public. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions? Qui vote contre? Ah, il n'y a pas de vote, c'est vrai, non, il n'y a pas de vote. C'est pas bluff, c'est réflexe. Eh ben, on attaque la dernière délibération s'il n'y a pas de questions. La dernière délibération, c'est le budget supplémentaire ville 2021. Monsieur Couillet. Alors en préambule, je rappelle que les prévisions inscrites au budget primitif peuvent être modifiées en cours d'exercice par le conseil municipal qui le vote. Ce sont donc des décisions modificatives. En ce qui concerne le budget supplémentaire, quant à lui, il est établi généralement au second semestre de l'année et a essentiellement pour objectif de reprendre les résultats budgétaires de l'exercice précédent. C'est donc un acte budgétaire qui sert à valider les excédents de l'année précédente. Pour ce faire, donc, le budget supplémentaire pour 2021 s'équilibre en investissement à hauteur de 3 124 245,90 € et en fonctionnement à hauteur de 2 569 036,19 €. On va dans le détail. Une petite présentation. Voilà, donc au niveau section de fonctionnement, d'abord les dépenses. Il y a donc 459 269 € de dépenses supplémentaires de fonctionnement. Vous avez le détail, donc les charges à caractère général pour 216 000, les charges de frais de personnel et assimilés pour 203 900, les charges financières pour 49 800. Au niveau de ces dépenses, donc, les charges de personnel ont été augmentées à hauteur de 203 900. C'est plus précisément 200 000 pour la rémunération elle-même et 3 900 pour le budget assurance du personnel. Le chapitre charges à caractère général a augmenté lui aussi, mais présente des ajustements à la baisse. Les éléments de variation les plus importants sont les suivants. Donc 20 500 € en besoin de matériel pour le service du garage. La mise en place de formation hygiène et sécurité pour 8 700 €. Le recours à une société d'insertion pour l'entretien pour 10 000 €. Le recours à des contrats de prestation de services, donc 75 000 € pour l'enlèvement des déchets. La compte pour les classes de neige 26 000 € et les actions de cohésion sociale pour 92 850. Les baisses donc au niveau des dépenses de fonctionnement résultent quant à elles de l'annulation d'activités, crise Covid oblige, prestations donc de services ou de déplacement dans le transport collectif résultant encore de la crise. Les recettes de fonctionnement quant à elles, donc on prévoit 877 294 € de recettes supplémentaires en fonctionnement, 100 000 en annulation de charges, en impôts et taxes 1 187 572 de plus, dotation et participation moins 409 478 €. Ça c'est pour donc les recettes. Alors le chapitre atténuation et charges que je vous ai mentionné 100 000, en fait c'est pour une régularisation d'anciens dossiers de maladie du personnel pour 100 000 €. Le chapitre impôts et taxes est en hausse, principalement à cause du transfert d'imputation d'exonération de taxes d'habitation, comme vous le savez.
et une hausse exceptionnelle de droits de mutation suite à une vente très importante, donc 500 000 € que la ville a perçu de droits de mutation sur une seule vente, sans trahir le secret. Donc ça concerne la société Gol Logistique, c'est Gris-Montré en fait, hein, rue des Émailleries à Anzin, donc qui a pris l'acquisition de locaux à ce niveau-là. Preuve en est que Anzin a toujours une attractivité économique, et avec le futur contournement nord, je pense que ça devrait encore se développer. Le FPIC est aussi en hausse pour 131 582 €. Le chapitre dotation et participation, lui, est en recul, uniquement du fait du transfert d'imputation évoqué plus haut. Alors, même si les prévisions de la DGF sont réajustées à la baisse, les subventions d'État sont en hausse, essentiellement des subventions liées au contrat de ville et des remboursements de contrats aidés pour 87 325 €. Ça, c'est au niveau donc de la section de fonctionnement. Il en déduit donc un résultat de fonctionnement reporté de 2020 de 1 691 742 € et 19 centimes, et la différence entre nos recettes et nos dépenses que je viens de vous mentionner, avec un delta positif de lui de 418 025 €, qui nous permet donc de virer à la section de recettes d'investissement pour les travaux futurs 2 109 767 € et 19 centimes. Voyons donc maintenant dans le détail la section d'investissement. Donc en plus de ces 2 109 767 € de virement à la section de fonctionnement, les recettes d'investissement viennent également s'enrichir de 1 232 121 € 92 centimes de reste à réaliser sur des recettes d'investissement prévues en 2020. Les autres recettes d'investissement au chapitre subventions résultent de l'inscription de 185 939 € de subventions du FSIC pour le parking Jean Jaurès et pour l'isolation de l'hôtel de ville que j'ai mentionné dans une précédente délibération, de 22 176 € de subventions liées au plan de relance numérique pour les écoles et d'un ajustement vis-à-vis des prévisions en matière d'amende de police pour 27 332 €. Au chapitre dotation, nous avons également imputé l'excédent de fonctionnement capitalisé à hauteur de 1 571 176 € et 67 centimes. Et nous avons réajusté à la baisse des prévisions de subventions pour moins 53 971 €. Ainsi, du fait de ces bons résultats, il nous est aujourd'hui possible de ne pas mobiliser d'emprunt prévu au budget initial 2021. Donc c'est donc 1 975 296 € d'emprunt que la ville n'a pas d'obligation de contracter pour l'année 2021. Voilà pour les recettes. Voyons donc les dépenses. Elles viennent donc se composer des restes à réaliser des dépenses d'investissement de 2020 pour le montant que j'ai précisé tout à l'heure, donc je le rappelle 2 91 189 €. Le solde d'exécution négative de 2020 vient également s'ajouter à la section à hauteur de 712 109 €. Et des nouvelles dépenses d'investissement au budget supplémentaire qui sont principalement des investissements pour l'école de Gaulle pour 14 920 €, des investissements pour la salle Jules Ferry pour 2 394 €, le budget participatif 2021 pour 100 000 €, des travaux dans les locaux de la cohésion sociale et le portail du gymnase Jules Ferry pour 48 813 €, un ajustement également à la baisse des dépenses pour les travaux de réfection de la cuisine centrale et des stores de la médiathèque pour 78 500 € en moins, des travaux de voirie pour 139 168 €, principalement rue Valdez-Crousseau et travaux de mise aux normes PMR, du matériel informatique, c'est toujours nécessaire, pour 32 000 €, c'est essentiellement les outils numériques dans les écoles, 21 980 pour du mobilier, et enfin donc du matériel de cuisine pour l'école du Mont d'Anzin et du matériel de gymnastique pour 26 050 €. Et donc ce budget supplémentaire s'établit donc en fonctionnement pour 2 569 036 € et en investissement, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc pour 3 124 290 €. On est fini, monsieur le maire. Y a-t-il des questions, des remarques, des interventions sur le budget supplémentaire? Il n'y a pas de remarques? Comme c'est bon, il n'y a pas de remarques. Le but, rappelez quand même que, vu le montant d'investissement 2021 et aucun emprunt, je pense que ça peut être signalé dans les annales, quand on finira l'année. On verra qu'on a permis donc de désendetter la ville, mais en maintenant des taux d'investissement et des capacités d'investissement qui sont vraiment conséquents. Et ce qui nous permet également, par rapport à nos projections dans le cadre du PPI jusqu'à 2026, de voir que les différents projets d'investissement que l'on avait, on doit arriver à les maintenir et à les mettre en place, compte tenu de ces bons résultats
aidé, c'est vrai, par une vente exceptionnelle, et supprimer 2 millions d'euros d'emprunt, même si on a eu une vente exceptionnelle qui nous a ramené 500 000 euros, ça montre qu'il y a également eu, au niveau des différents services et des différents élus ici présents, un travail pour gérer au mieux cette collectivité comme on le fait depuis 2008. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention, voté à l'unanimité. N'oubliez pas de signer les documents qui sont à la gauche avant la sortie. Bonne semaine à tous. La séance est levée.